Ce n'était qu'une supposition, elle a provoqué une véritable levée de boucliers. Hier soir, le président français Emmanuel Macron a évoqué l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Dans la guerre contre la Russie, rien ne doit être exclu, a-t-il dit. Eh bien, apparemment si. Plusieurs pays, dont la Belgique et les États-Unis, ont rapidement réagi. Cédric Van Bastolar et Pascal Bustamante. Des troupes européennes ou membres de l'OTAN pourraient-elles être envoyées en Ukraine? L'option n'avait jamais été évoquée, mais lors de la réunion des alliés de l'Ukraine à Paris, le président français a laissé entendre qu'il pourrait en être autrement. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. La Russie ne peut être vaincue. It is impossible for all of us to see Russia winning this war. What is the future of our eastern flank? What is the future of the whole Europe? What is the future of Caucasus? What is the future of Central Asia if the result of such an international involvement will be a victory for Russia? So the cost, the real cost, on the short to long run of a Russian victory is too high for all of us. This is why the reasonable answer is to put ourselves in a situation to support Ukraine during this year and the years to come. Whatever it takes, whatever it costs. Mais il est complètement fou, ce mec! Non mais ce type est fou. Il est pas fou. Il est ouzbek. On l'a bien vendu. Le consommateur est prêt à la faire, c'est accepté. Il n'y a plus qu'à décider de la date de lancement. On parle du 15 janvier. Le 15, non, pas possible. On lance la nouvelle Chevrolet le 15. Vous vous occupez de voitures aussi? Ouais, vendre une bagnole ou vendre de la guerre, c'est pareil, hein. Le principe est le même. Faut fourguer un produit à des cons qui n'en ont pas besoin. L'important, c'est pas le produit, hein, c'est le nombre de cons qu'ils consomment. Ouais, non, enfin, les gens ne sont pas bêtes à ce point-là. Si. Ah ben, ils sont complètement cons, hein. Je le sais, c'est moi qui les fabrique, c'est mon boulot. S'ils étaient pas cons, tu crois qu'on pourrait leur vendre des Britney Spears, des chewing-gums qui lavent les dents et des Xantia diesel? Bof, campagne classique. 1, on crée le besoin. 2, on fait connaître le produit qui correspond aux besoins. Et 3, on matraque la pub. Nation de toute la famille dans le processus de guerre, à la fois ludique et informatif. Ça fait chialer les vieilles. Oui, c'est vrai, ça donne presque envie. Quand même, hein. On aurait plus de mal à savater le Dalai Lama. Hein. On y arriverait, hein, mais on aurait plus de mal. Eux, si on peut pas les convaincre, il faut les marginaliser en les culpabilisant. Ils sont pas comme les autres, ils puent, ils sont rouquins, démocrates, intello, peu importe. Ils sont différents. Comme ça, la masse a l'impression d'être dans le vrai. Principe de base, le con a toujours raison parce qu'il est nombreux. C'est une Des autres. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Abuli Lénine, je n'ai pas oublié cette médaille, voyez, qu'on m'a donnée, celle de Notre-Dame de Lorette. Mais au nom de quoi toutes ces femmes et ces hommes sont tombés? Des discours de haine, de la bêtise humaine, d'un choix fait à un moment par des dirigeants de manière folle, de dire nous valons mieux que le voisin, alors allons le détruire, mais allons le détruire avec la chair des autres. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui
ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle. Honte à eux! Nous nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Alors, je suis consternée et atterrée. Consternée par la faiblesse de l'argumentation, de l'argumentaire. C'est absolument pathétique. Le Rassemblement national, selon le Premier ministre et le Président de la République, sont responsables de tout. Alors, j'ai un scoop pour vous. C'est le Rassemblement national qui a assassiné Henri IV il y a plusieurs siècles. Voilà, puisque nous en sommes là, c'est totalement absurde et grotesque. Et écœuré, pourquoi? Parce qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier, deux peuples qui souffrent actuellement depuis 2 ans. Le peuple ukrainien et le peuple russe. Je ne dis pas les dirigeants russes et ukrainiens, je dis le peuple qui souffre. Et j'ai l'impression que le gouvernement, c'est pas qu'une impression, j'ai la certitude que le gouvernement, après la désastreuse séquence de samedi au salon de l'agriculture par le président Macron, n'a trouvé que ça pour se rattraper. Attendez, soyons clairs, sur la Russie, est-ce qu'il y a bien un attaquant et un attaqué pour vous? Alors, il y a bien un attaquant et un attaqué, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. C'est que le président Macron et le président Macron et Gabriel Attal nous entraînent par ces déclarations, à la fois du président Macron qui l'a pris tout seul et de Gabriel Attal, vers une guerre. Ce sont deux va-t-en-guerre. C'est irresponsable et c'est écœurant de se servir de la souffrance de deux peuples mais juste pour bien satisfaire un ego surdimensionné concernant Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Emmanuel Macron dit il faut absolument battre la Russie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est seul à dire ça. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je n'ai pas dit ça. Je dis, posons le problème comme il se pose. Ça n'est pas cette question-là. La question qui se pose, c'est que quelqu'un veut nous entraîner dans la guerre. Quel autre peuple européen est d'accord avec ça? Il n'y a aucun consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Il nous entraîne vers des dérives et vers la guerre. C'est pas lui qui fera la guerre. Ce sont nos enfants. Il faut que les Français, le peuple on va donner la parole à Olga Giraud. En annonçant hier soir la possibilité d'envoyer des soldats français combattre en Ukraine et de livrer des missiles pouvant atteindre les villes russes, Emmanuel Macron nous prépare à une guerre contre la Russie, puissance nucléaire. La conséquence est de mettre en danger les Français, des millions de Français qui pourraient être victimes d'un tir nucléaire russe. Ces déclarations totalement irresponsables, qui d'ailleurs ont été contredites par le Premier ministre des Pays-Bas et de la Suède, nous montrent à quel point cet homme est dangereux. Il veut masquer la faillite de son quinquennat. C'est pourquoi je demande la convocation du Parlement en vertu de l'article 35 de la Constitution qui oblige à un vote des parlementaires pour toute entrée en guerre. Il est possible de désamorcer ce conflit fratricide entre l'Ukraine et la Russie par des voies de paix. C'est l'essentiel. Mobilisons-nous. Savoir que la pire des choses, ce n'est pas des personnes pourries. Les pires, ce sont celles qui mélangent le vrai et le faux. Ça, ce sont les pires. Voilà, qui vont présenter certaines choses, des façades intéressantes. Et à un moment donné, il y a l'élément qui fait basculer dans le mauvais sens. Quant à l'idée d'envoyer des troupes belges en Ukraine, elle semble encore bien éloignée des priorités du gouvernement, du moins pour l'instant. Pour la défense belge, la priorité reste de soutenir l'Ukraine avec toute l'aide matérielle nécessaire, la formation et l'entraînement des forces armées ukrainiennes et également la participation active à 6 coalitions. Des coalitions qui sont autant de programmes d'aide à l'armée ukrainienne. Quant à l'envoi de soldats, il y a bien eu discussion, mais pas au-delà, selon le chancelier allemand. Il a été discuté que ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir, à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes terrestres, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les États de l'OTAN. La Maison-Blanche a bien souligné qu'elle n'enverrait pas de soldats se battre en Ukraine, une position partagée par d'autres alliés.
Par rapport à la question que vous me posez sur notre accord de déployer des troupes européennes en Ukraine, notre pays a déjà manifesté sa position sur cette question et nous ne sommes pas d'accord. Nous devons nous concentrer sur ce qui est urgent, à savoir accélérer la livraison de matériel militaire. La Belgique a prévu un budget de 611 millions d'euros pour apporter des armes et des munitions à l'armée ukrainienne. Jusqu'à nouvel ordre, cela sera la manière de soutenir le pays. Envoyer du personnel restera pour le moment au stade de l'idée. Si néanmoins les Ukrainiens ne tiennent pas le coup sur le terrain, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La logique des choses, c'est du bruit de botte. Ça veut dire que si les Russes veulent piquer l'Ukraine à terme parce qu'on n'arrive pas à soutenir assez l'Ukraine, il faudra qu'on y aille. Oui, d'autant plus qu'au-delà du contrôle de l'Ukraine, le véritable objectif de la Russie, c'est d'affaiblir. Mais aujourd'hui, par exemple, nous ne sommes pas aujourd'hui au point où nous devrions être. Par exemple, envoyons des troupes des pays européens, y compris des troupes françaises, dans les zones libérées d'Ukraine, non pas pour combattre, mais pour garantir en quelque sorte la sécurité de ces zones. Éviter qu'il y ait des missiles russes qui tombent dans ces zones. Que la Russie essaye de reconquérir ces territoires. Je pense qu'il y a des choses très concrètes à faire pour dissuader beaucoup plus la Russie. Et puis surtout, et ça dépend de nous, des alliés, des États-Unis, des pays européens, donnons à l'Ukraine l'ensemble des moyens nécessaires. Moi, j'espère beaucoup qu'à la suite de la rencontre entre les deux présidents, Macron et Zelensky, par exemple, il y aura une décision ferme d'envoyer des Mirage 2000D à l'Ukraine. C'est ce que demande M. Boudanov, le chef des services de renseignement ukrainiens, encore aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aller dans cette voie. Il faudra aussi avoir plus de F-16. Certains devraient arriver au printemps. Moi, ce que je note, c'est qu'avant, quand on disait que l'Ukraine perdait, on était qualifié de pro-russe. Donc maintenant, visiblement, vu que M. Calfon le dit, c'est que ça a changé. C'est un peu comme le système. Non, on disait pas ça. C'est un peu caricatural. Oui, mais on est dans une situation, je suis désolé, qui est complètement caricaturale. Quand on entend Emmanuel Macron hier, il dit également, oui, mais de toute façon, vous avez vu ces derniers mois, il y avait des dirigeants qui disaient pas d'armes et finalement ils veulent des armes. Mais dans le même temps, quand d'autres personnes disaient, ceux qui sont aujourd'hui qualifiés de pro-russes, attention, Emmanuel Macron, un jour, il va peut-être envoyer nos enfants aller se battre. On disait, mais non, ça c'est prendre la lecture pro-russe. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui disaient ça, disent, ah ben c'est normal, Emmanuel Macron a raison de le faire. À un moment donné, on est complètement perdu. Moi j'ai envie de vous dire, si l'objectif c'est de défendre l'Ukraine quoi qu'il en coûte, en attendant, l'Ukraine aujourd'hui, ils ne s'arrêteront pas tant que la Crimée, par exemple, ne sera pas récupérée par l'Ukraine. Est-ce que vous pensez véritablement que ça arrivera un jour? Ça n'arrivera jamais. Donc ça n'arrivera jamais. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la problématique, c'est quand on a une analyse claire qui va consister à dire qu'en fait, l'Ukraine, par rapport à ses objectifs, ne gagnera jamais et que Poutine et la Russie ne peuvent pas perdre, on est qualifié de pro-russe, alors que c'est une situation qui, comme le disait Kuzmanovic... On parle de la situation aujourd'hui du conflit ukrainien entre la Russie et aujourd'hui, ça fait des mois, je suis désolé, ça fait des mois qu'il y a énormément de spécialistes, des gens qui sont allés sur place, qui expliquent que la contre-offensive à l'époque ukrainienne ne fonctionnait pas. Donc quand ils disaient ça, on leur disait vous êtes pro-russe, c'est faux, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une lecture idéologique. Je voudrais comprendre le rapport avec la déclaration d'Emmanuel Macron. Mais parce qu'elle est simple. Emmanuel Macron a fait cette déclaration pour des raisons électoralistes, d'un point de vue national. C'est la même raison qu'avec M. Calfon sur la tête de liste aujourd'hui aux élections européennes du Parti Socialiste, M. Glucksmann, qui est complètement dans une logique justement pro-Ukraine jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une élection européenne. Moi, ce qui me scandalise de la part d'Emmanuel Macron, il vaut mieux aller dans le camp de... Enfin, il vaut mieux laisser faire et ne pas... Non, mais aujourd'hui, on est sur un président de la République. Mais c'est pas du tout ça. On est sur un président de la République qui fait des déclarations, tout comme M. Calfon, qui va déclarer que Georges Kuzmanovic est pro-russe, qui sont faits uniquement dans une logique électoraliste et idéologue, et qui justement ne se reposent pas. À quel moment Emmanuel Macron peut tenir de tels propos aujourd'hui sans même consulter aussi ses partenaires, alors qu'il passe son temps à dire justement... C'était à l'issue d'une réunion avec les 27 chefs d'État et de gouvernement et d'autres pays européens. C'était pas l'ordre du jour. Je suis désolé d'avoir lu les rapports. C'était pas du tout dans l'ordre du jour et les Allemands l'ont rappelé. Le cher président a également fait part de son inquiétude concernant de potentielles armes nucléaires russes déployées dans l'espace. Je reste ici prudent, mais les inquiétudes exprimées par certains ces derniers jours sur le possible déploiement par la Russie d'armes nucléaires dans l'espace ne fait que compléter ce tableau. En octobre 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, nous expliquait que les Russes ont été réduits à piquer les semi-conducteurs des machines à laver tellement ils étaient à la ramasse technologiquement. Russian military, for example, cannibalizes by now
refrigerators and washing machines, to take out the semiconductors, trying to get the semiconductors for their military hardware. Et donc maintenant, on nous explique qu'ils ont peut-être des satellites équipés de missiles nucléaires. Bah dis donc, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur machine à laver, mais c'est de la bonne. Je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union des marchés des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux pour s'assurer que la régulation fonctionne bien et pour lever... Dans le cadre de cet accord, la France s'est engagée à apporter jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine en 2024, après les 1,7 milliard d'euros de 2022 et les 2,1 milliards d'euros de 2023. 3 milliards d'euros? Ah ouais, ça en fait des croquettes pour Volta, ça. Et tout ça, bien sûr, est décidé sans consulter le Parlement ou le peuple français. Enfin ça, on a l'habitude. Il aime qu'on lui mente, le peuple. Donc là, Thierry, avant la conférence de presse, la signature de l'accord bilatéral de sécurité. On signe cet accord bilatéral de sécurité, comme ça a été le cas à la mi-janvier avec le Royaume-Uni, comme ça a été le cas un peu plus tôt dans la journée avec l'Allemagne. Ce sont au total 25 pays qui se sont engagés à signer des accords de cette nature avec l'Ukraine, qui garantissent la sécurité de l'Ukraine, qui lui fournissent une assistance militaire et qui sont des accords à long terme sur une durée de 10 ans avec une série d'engagements précis et notamment de venir en aide à l'Ukraine en cas de nouvelle agression pour assurer sa sécurité. This is a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden is asking for another $60 billion. But the big, big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? Yeah, BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So raise your hand if you think that that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two,
most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore, because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, black against white, and all these divisions that they sow.